Star Wars, c'est politique et ça l'a toujours été. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous qui abordera les messages et les visions politiques des différents auteurs de la saga Star Wars. Car oui, il est important aujourd'hui de se rappeler que Star Wars reste par ses films, ses séries et un grand nombre de ses livres une œuvre souvent progressiste à une époque donnée. Pourquoi à une époque donnée? Parce que ce qui pouvait être considéré comme progressiste en 1977, lors de la sortie du premier film, est juste la norme aujourd'hui. Ce qui n'exempte pas la saga d'être conservatrice sur d'autres sujets qu'on abordera dans des épisodes à venir. Pour ce premier épisode, je vous propose de revenir aux origines de la saga et de parler de l'actualité politique des années 50 à 70 avec la trilogie originale. Et en guise d'introduction, on va revenir sur un échange qui eut lieu sur Twitter en 2015, quand ça s'appelait encore Twitter, entre plusieurs fans et le compte officiel Star Wars. Le compte officiel avait posté un message pour le mois des fiertés. Pour rappel, le mois de fierté est le mois de juin qui prône une société plus inclusive et égalitaire pour les personnes issues des minorités sexuelles et de genre. Et un fan visiblement mal informé sur sa saga préférée avait réagi avec un pas de politique dans Star Wars. Critique qu'on voit assez souvent apparaître de nos jours. Le compte officiel lui répond très justement que, petit 1, le fait que des personnages queer existent n'est pas politique, et que petit 2, on trouve le mot guerre, wars, dans le nom de la saga. Le compte officiel sous-entend justement qu'une guerre, telle qu'on en voit dans beaucoup de films, est par essence politique. Au lieu de s'arrêter là, l'échange continue. En effet, appelons-le fan mal informé numéro 2, il répond: s'il vous plaît, expliquez le deuxième point, quel est votre argument? Fan mal informé numéro 2 semble ne pas savoir qu'une guerre découle toujours de décisions politiques. Vient alors fan bien informé qui lui répond: la trilogie originale est une allégorie de la guerre du Vietnam. Étrangement, on ne parle plus de guerre au sens large, mais bien d'une guerre précise. Et c'est là que fan mal informé numéro 3 donne une réponse qui aujourd'hui est rentrée dans l'histoire. Il dit, je cite: absolument pas, à moins que l'Empire soit les États-Unis d'Amérique. C'est dommage car ce monsieur avait réussi à mettre le doigt sur le principal message politique de la trilogie originale, tel que pensé par George Lucas. Mais son patriotisme exacerbé lui a empêché d'accepter la vérité crue. La trilogie originale, les épisodes 4 à 6, sont bien une allégorie de la guerre du Vietnam. Et Richard Nixon, le Palpatine de cette histoire. Il est donc temps d'analyser tout ça. Lançons le générique, pour lequel je remercie infiniment CRL. Ça propose que le Sénat donne immédiatement plein pouvoir d'urgence au chancelier La suprême République Palpatine. sera bientôt réorganisée La mort de la et vérité deviendra la première est la puissance victoire galactique ultime impériale du mal. pour une société fondée Ce qui s'est passé Oh il y a 24 heures sur Cortal est ce qu'il faut bien nommer un génocide. Bienvenue dans Star Wars, c'est politique, épisode 1, Nixon et la guerre du Vietnam. Un peu de contexte historique. On est en 1977 quand le premier film sort. Ça fait 2 ans que la guerre du Vietnam est terminée et 3 ans que Nixon a démissionné pour l'affaire du Watergate. On précise par ailleurs que Lucas réfléchit à ce film depuis presque une décennie. Donc quand un film s'intitule Star Wars, avec le mot guerre dans le titre, les Américains pensent obligatoirement à la dernière guerre en date, celle du Vietnam. Et donc là, je vous propose tout de suite un petit cours d'histoire accéléré sur ce qu'est la guerre du Vietnam. Après la guerre d'Indochine, qui prit fin en 1954, ce qui deviendra le Vietnam est divisé en deux. Un truc assez courant pendant la guerre froide, hein, voir ce qui s'est passé en Allemagne et en Corée notamment. En général, on trouve un côté communiste, ici le Nord, et un côté plutôt républicain, bien qu'on puisse dire capitaliste ou américain, ça serait un peu plus juste, le Sud. Le Nord via l'URSS et la Chine, qui sont eux aussi deux pays très doués, tout comme les États-Unis pour l'ingérence et l'impérialisme. Le Nord donc va financer des mouvements révolutionnaires dans le Sud. Au Sud cette fois, les USA via la CIA, l'agence dédiée à l'ingérence politique dans les pays étrangers, participeront notamment à un coup d'État militaire pour un meilleur contrôle du gouvernement. Quand finalement ça devient trop tendu avec les révolutionnaires communistes, les USA, en plus de financer les combattants du Sud, vont en plus entrer en guerre. Après des années d'une guerre d'usure, sans véritable vainqueur, les Américains dirigent des négociations,
tout en continuant à bombarder le Nord, hein, pourquoi se priver, et un traité de paix est signé en 1973. Les troupes US sont alors retirées. Le Nord en profitera 2 ans après, en s'essuyant les pieds avec le traité, pour envahir le Sud et le pays s'en retrouve unifié sans que les USA ne bougent le petit doigt. Tout ça pour ça. C'est la fin du cours d'histoire en accéléré sur la guerre du Vietnam. Je vous propose donc de commencer avec une citation de George Lucas, qui disait dans une interview à Seventeen le 29 juin 2010 : le secret pour le business des films, ou n'importe quel business, c'est d'avoir une bonne éducation dans un sujet autre que celui des films ou du business en question. Peu importe que ce soit en histoire, en psychologie, en économie ou en architecture. Ainsi, vous avez ce sur quoi faire un film. Tout le talent du monde ne vous aidera en rien, à moins que vous ayez quelque chose à raconter. Que peut bien avoir à raconter George Lucas ? Dans quel domaine s'y connaît-il ? Dans les années 60, avant de travailler sur Star Wars, il était pressenti pour réaliser Apocalypse Now. Cependant, c'était pas le bon moment pour faire un film sur la guerre du Vietnam alors que cette dernière battait son plein. Il sera finalement réalisé par Coppola et sortira en 1979. Et la guerre du Vietnam, il connaît Lucas. Bien qu'il ne l'ait pas faite, lui qui disait que s'il avait échoué à l'université, il aurait fini au Vietnam. En 1967, Lucas essaya même de s'engager pour rejoindre le front. Finalement, il parvient à l'éviter grâce à son diabète en 1969. Dans l'intervalle, on peut dire qu'il a été sensibilisé à la réalité de cette guerre d'occupation et devient très critique contre l'impérialisme américain. Car il est là le propos de Star Wars derrière son allégorie de la guerre du Vietnam, l'impérialisme américain. C'est un autre truc qu'il connaît ça, l'impérialisme américain. Via Hollywood, encore traumatisé par le macartisme des années 50, mais aussi via un documentaire centré sur le président Lyndon B. Johnson, sur lequel il travailla comme éditeur assistant en 1968 et intitulé Journey to the Pacific. Il finira par totalement désavouer son travail qu'il qualifiera de propagande d'État. Depuis cette date, il deviendra très critique envers le pouvoir en place. Mais revenons à Star Wars. Ce que montre Lucas, c'est comment un régime autoritaire, même quand il s'agit d'une république, peut faire preuve d'ingérence à l'étranger. Les manifestants opposés à la guerre du Vietnam utilisaient eux aussi ce terme d'impérialisme. Donc réaliser un film qui porte le mot guerre dans son titre et dont le méchant est un empire impérial renvoie directement à la guerre du Vietnam et aux USA en tant qu'empire. Lucas suit finalement l'opinion publique qui, bien qu'elle adhère majoritairement à la guerre en 1967, la rejette dès 1970. Mais comment définir l'impérialisme américain ? Une manière simple est de dire qu'ils mettent au pas un peuple souverain, qu'ils s'immiscent dans leur politique pour imposer leur vision du monde, capitaliste et anticommunisme. Mettre au pas un peuple souverain et imposer leur vision, on est totalement dans l'empire de Star Wars. La guerre du Vietnam en est un exemple parlant. Mais un autre exemple de l'impérialisme serait le coup d'État au Chili, préparé par la CIA pour mettre Pinochet au pouvoir. On pourrait aussi citer des événements plus récents, comme les guerres du Golfe et d'Irak, ou l'intervention au Venezuela de cette année. Mais gardons ça pour des épisodes sur la prélogie ou la postlogie. Une autre arme dans l'arsenal impérial des USA est la bombe nucléaire, qui apparaîtra aussi dans Star Wars après un long projet Manhattan initié par les séparatistes dans La Revanche des Sith, avec un certain Galen Erso en Oppenheimer, sous la forme de l'étoile de la mort. L'Empire, par bien des aspects, ressemble beaucoup aux USA de la guerre froide via sa politique étrangère. Mais pourquoi illustrer la guerre du Vietnam en particulier dans Star Wars, alors qu'il aurait pu choisir celle de Corée ? Tout simplement parce que cette guerre, celle du Vietnam, est considérée par beaucoup comme la première que les États-Unis ont perdue. Dans ses notes, Lucas disait ceci : un grand empire maîtrisant la technologie poursuit un petit groupe de combattants de la liberté. La guerre du Vietnam, c'est une petite nation qui résiste et l'emporte, après le retrait des troupes américaines, face à la plus grande puissance militaire mondiale. La guerre de l'Empire contre l'Alliance rebelle illustre parfaitement cette idée. Et puis la base de Yavin 4 au milieu de la jungle, on peut dire que M. Lucas ne fait pas vraiment dans la subtilité. Pour rester dans le domaine de la subtilité, on va parler de l'épisode 6, Le Retour du Jedi. Dans ce film, sur Andor, nous avons des autochtones, chez eux, sur leur monde, qui ont une connaissance parfaite du terrain et qui utilisent des techniques de guérilla, des pièges parfois violents,
et qui arrivent finalement à défaire un empire à des parsecs technologiques d'eux. Je parle bien sûr des Ewoks. Il n'y a pas d'illustration plus parfaite de la guerre du Vietnam dans la saga. Les techniques utilisées par les Ewoks sont directement inspirées de celles utilisées par les Viet Cong. Et l'avance technologique de l'Empire nous rappelle les hélicoptères, les bombardements, le napalm, les destroyers, pas les destroyers stellaires, les destroyers maritimes, qu'utilisèrent contre eux les États-Unis. Alors attention, ça ne veut pas dire que les rebelles dans Star Wars sont des communistes. Lucas est tout sauf un communiste notoire. Il est capable de prendre ce qui l'intéresse dans un conflit, comme la guerre du Vietnam, en occultant le reste. Finalement, rien de tel que les mots du maestro lui-même, George Lucas à Cannes en 2005. En ce qui concerne le mal, l'un des concepts d'origine a été de montrer comment une démocratie se transforme d'elle-même en dictature. Les parallèles entre ce que nous avons fait au Vietnam et ce que nous sommes en train de faire en Irak en ce moment sont incroyables. On peut donc affirmer que l'Empire représente aux yeux de Lucas les USA dans son impérialisme et la guerre civile galactique est celle d'un peuple qui se défend et gagne face à un envahisseur nettement supérieur technologiquement et en nombre, un véritable David contre Goliath moderne. Mais qui dans ce cas dirige cet empire? Qui est le Palpatine des États-Unis d'Amérique? Il s'agit de Richard Nixon, président des USA de 1969 à 1974. Il démissionne en 1974, à peine son second mandat entamé à cause de l'affaire du Watergate. Et là, je vous propose un second cours d'histoire en accéléré sur cette fameuse affaire du Watergate. Donc, le Watergate est un scandale américain où le président républicain Richard Nixon mit sur écoute le Parti démocrate, ses adversaires politiques. C'est la droite qui met sur écoute la gauche américaine. En plus de ces révélations, cette affaire permit de mettre en lumière tout un tas de traîtrises, de manipulations, de parjures et de chantages orchestrés par la Maison-Blanche elle-même pour cacher l'affaire aux Américains. Nixon préférera démissionner pour éviter un impeachment. Son successeur, Gerald Ford, précédemment son vice-président, terminera son mandat et utilisera même la grâce présidentielle pour éviter toute condamnation à l'égard de Richard Nixon. C'est la fin du cours d'histoire en accéléré sur l'affaire du Watergate. Lors d'une réunion d'écriture du Retour du Jedi en 1981, Lucas dira, en parlant de Palpatine, « Personne à l'époque ne savait qu'il était mauvais, parce que c'était un élu. C'était un homme politique, et Nixon était son nom. » Vous pouvez retrouver cette citation dans The Making of Star Wars, Return of the Jedi. On voit même, au travers de cette citation, que la prélogie et l'ascension de Palpatine au pouvoir, d'abord en tant qu'élu du peuple, étaient déjà là. Lucas poussera même la comparaison plus loin, il qualifiera Nixon de mal absolu qui utilise la peur et le mensonge pour accaparer le pouvoir. C'est Charles Maurice de Talleyrand qui disait dans ses mémoires en 1891 « En politique, ce qui est cru devient plus important que ce qui est vrai ». Dans les années 50, 60, 70, la peur des Américains, alimentée par des figures comme Nixon ou précédemment le sénateur McCarthy, est la peur du communisme. L'Amérique sombrait dans la haine à cette époque et encore aujourd'hui, car des élites politiques alimentent la peur. Comme le dit si bien Thomas Negaroff, la peur, qui est le carburant du renoncement des libertés fondamentales consenties par le peuple en quête de sécurité. Comment ne pas penser au discours de Palpatine qui réorganise la République en un empire galactique pour faire régner l'ordre et la sécurité. Tout ça nous rappelle Nixon qui disait « Les gens réagissent à la peur et non à l'amour ». L'apogée de cette peur du communisme, qui eut des conséquences pendant des décennies, fut le macartisme, cette véritable chasse aux sorcières américaine, par ailleurs anticonstitutionnelle car contraire au premier amendement. Et c'est parti pour un dernier cours d'histoire en accéléré sur ce qu'était le macartisme. En 1950, le sénateur républicain Joseph McCarthy, pour, disons, exister politiquement, lance une chasse aux sorcières, celle des communistes. Après avoir accusé à tort de nombreuses personnalités, sa popularité monte en flèche. Il se voit confier une sous-commission d'enquête pour débusquer les communistes présents sur le sol américain. La peur rouge s'empare des USA. Paranoïa, hystérie, crainte d'espions partout, c'est une nouvelle ère d'inquisition. McCarthy dévoirera ses pouvoirs pour chasser, en plus des potentiels communistes, les socialistes, les libéraux, les pacifistes, les syndicalistes, ceux qui se battent pour les droits civiques et pour faire bonne mesure, les homosexuels.
Le climat est à la délation. Des millions d'enquêtes seront lancées, des gens seront condamnés à mort, d'autres seront assassinés, des milliers perdront leur travail ou encore s'exileront. Pour finir, des dizaines de livres seront interdits. Le bilan est lourd en seulement 4 ans. En 1954, après avoir pris pour cible l'armée des États-Unis d'Amérique, mauvaise idée, le sénateur McCarthy finira renvoyé du Sénat américain après des auditions publiques qui dévoilèrent ses méthodes et sa personnalité au monde entier. Et c'est la fin du cours d'histoire en accéléré sur le McCarthyisme. Lucas connaît bien tout ça, car il y eut une véritable purge à Hollywood de prétendus ou avérés communistes. On peut citer Orson Welles ou Charlie Chaplin qui durent quitter le pays par crainte de représailles. De nombreux artistes étaient ainsi tombés en disgrâce car ils figuraient sur la liste noire de la Motion Picture Association of America. Pire, la délation était presque obligatoire pour continuer d'exister à Hollywood dans les années 50. Ce fut sans doute la première tentative de mise au pas d'Hollywood, tentant de purger le cinéma des idées contraires à celles de l'ordre en place. Alors même que ça a toujours été l'objectif de l'art, faire réfléchir et proposer des concepts, des idées différentes. Tous les moyens étaient bons pour attaquer des opposants idéologiques, qu'ils soient communistes ou pas. Sous couvert de cette chasse aux sorcières, le gouvernement pouvait dénaturaliser, expulser ou enquêter sur à peu près n'importe qui, ce qui allait de la censure au tri dans les bibliothèques. De quoi rappeler des heures très sombres de l'histoire, mais aussi des heures plus récentes. Le Watergate et Nixon ne furent finalement qu'un prolongement de cette politique, la dernière itération avant un nouvel espoir, qui ne s'appelait pas encore ainsi à l'époque. Comme le dira Padmé, des décennies plus tard, tout ça eut lieu sous les tonnerres d'applaudissements de la population terrorisée par les communistes. Ou les Jedi, à vous de choisir, parce que le macartisme, c'était finalement qu'un ordre 66 avant l'heure. Nixon, comme d'autres, utilisera la peur pour unifier la nation sous sa coupe. Avant, on agitait le démon juif, franc-maçon, puis vinrent les communistes et autres judéo-bolcheviques. Aujourd'hui, c'est au tour des Mexicains, des Arabes, auxquels se rajoutent plus récemment les wokistes. Lucas illustrera l'utilisation de la peur de deux manières évidentes. La première est le mantra « La peur mène à la haine, celle de l'étranger, ou de ceux qui pensent différemment de nous, haine qui mène in fine au côté obscur. » Ici, le côté obscur représente les Sith, des êtres égoïstes dont seul leur propre pouvoir, leur propre richesse compte. Le côté obscur représente aussi la fin de la liberté et de la démocratie. La seconde illustration de l'utilisation de la peur est quand Nixon Palpatine utilisera la peur des Jedi et des séparatistes pour avoir toujours plus de pouvoir et donner naissance à son empire. Peur qui, je le rappelle, est créée de toutes pièces par Palpatine. Il occasionne ainsi la purge des Jedi, un véritable génocide. Ce faisant, en utilisant la peur des communistes, les vrais comme les faux, pour attiser la haine et avoir le pouvoir, Nixon agit comme un véritable Sith. Un dernier élément intéressant, c'est la dualité de l'homme politique, et ce n'est pas propre à Nixon. Le gentil sénateur, en public, se transforme, en privé, pour devenir un véritable Dark Sidious. Comme Nixon, qui derrière les portes de la Maison-Blanche ourdissait de véritables complots, comme ceux du Watergate. Que retenir de tout ça? Ce qu'il y a de beau avec Star Wars, c'est que la recette fonctionne toujours. Que ce soit Nixon dans les années 70, Bush dans les années 2000, ou Trump aujourd'hui, les politiciens américains utilisent toujours la même méthode pour mettre en place leur dérive autoritaire et leur impérialisme. Le bouc émissaire a changé, mais l'objectif reste le même. Il serait sans doute temps d'ouvrir les yeux sur les messages de notre saga favorite pour arrêter de répéter les erreurs du passé. Pour terminer, je vous laisse avec une dernière interview de George Lucas, interview faite par James Cameron, réalisateur entre autres de la saga Avatar, interview en anglais, donc pour ceux qui ne parlent pas couramment l'anglais, je vous propose une traduction juste après. You did something very interesting with Star Wars, if you think about it. The good guys are the rebels. They're using asymmetric warfare against a highly organized empire. I think we call those guys terrorists today. We call them Mujahideen, we call them Al-Qaeda. When I did it, they were Viet Cong. Exactly. So were you thinking of that at the time? Yes. So it was a very anti-authoritarian, very kind of 60s against the man kind of thing, nested deep inside of a fantasy. Or a colonial, we're fighting the largest empire in the world. Right.
and we're just a bunch of hayseeds in coonskin hats that don't know right. nothing. That's right. And it was the same thing with the Vietnamese. Yep. The irony of that one is in both of those, the little guys won, Right. and the big, highly technical empire, The English Empire, right? English The British Empire, the American Empire, Yeah. lost. Yeah. That was the whole point. But that's a classic us not profiting from the lesson of history, because you look at the inception of this country and it's a very noble fight of the underdog against the massive empire. You look at the situation now where America is so proud of being the biggest economy, the most powerful military force on the planet. It's become the empire from the perspective of a lot of people around the world. It was the empire during the Vietnam War. And what we never learned, from England or Rome or, a dozen other empires that went on for hundreds of years or sometimes thousands of years, we never got it. We never said, well, wait, this isn't the right thing to do. And we're still struggling with it. And they fall because of failure of leadership or government often. And Mostly you have a great line, which is, so this is how liberty dies. We're in the middle of it right now. To thunderous applause. Exactly. It was a condemnation of populism in a science fiction context. That's a theme that runs all the way through Star Wars. I think science fiction is so good at these kind of social themes. Yeah, the great thing about Star Wars is I had a vessel that I could throw anything into. Yeah. C'est James Cameron qui commence l'interview en disant à George Lucas: Tu as fait quelque chose de très intéressant avec Star Wars. Les gentils sont les rebelles dans une guerre asymétrique face à un empire très organisé. Je pense qu'aujourd'hui, on appelle ces personnes des terroristes. On les appelle Moudjahidines ou on les appelle Al-Qaïda. George Lucas répond: Quand je l'ai fait, il parle de Star Wars, on les appelait Viet Cong. Ce à quoi James Cameron répond: Exactement, donc tu pensais déjà à ça à l'époque? Oui, répond George Lucas. Donc c'était vraiment très anti-autoritaire, très années 60, tous ces thèmes très imbriqués profondément dans la fantaisie. Ce à quoi George Lucas répond: Oui, ou anticolonialisme. On se bat contre le plus grand empire du monde et on est juste une bande de pecnos qui ne savent rien, et c'était la même chose avec les Vietnamiens. L'ironie, dans les deux cas, c'est que les plus faibles ont gagné, et le grand et très technique et très avancé empire, l'empire anglais, le coupe James Cameron, oui, l'empire anglais ou l'empire américain, a perdu. C'était l'objectif dans ce que George Lucas voulait raconter. James Cameron embraye: mais c'est un classique. Nous ne tirons pas les leçons de l'histoire, parce que si on regarde la création de ce pays, il parle des USA, c'est un combat très noble de l'opprimé contre un empire massif, il parle de l'empire anglais. Mais si on regarde la situation aujourd'hui, où les USA sont si fiers d'être la plus grosse économie et d'avoir la plus grosse armée de la planète, ils deviennent l'empire du point de vue de beaucoup de personnes dans le monde. George Lucas lui répond: Les USA étaient déjà l'empire pendant la guerre du Vietnam, mais on n'apprend jamais des Anglais, de Rome ou d'une douzaine d'autres empires qui ont existé il y a des centaines ou des milliers d'années. On n'apprend jamais. On n'a jamais dit: wait, attendez, ce n'est pas une bonne chose à faire. On lutte encore avec ça aujourd'hui. James Cameron lui répond: Et ils ont souvent chuté, il parle des républiques qui ont chuté en empire, à cause d'échecs des gouvernements ou de leurs dirigeants. Tu as une phrase incroyable: ainsi s'éteint la liberté sous une pluie d'applaudissements. Et George Lucas lui dit: On en est en plein milieu aujourd'hui. Exactement, répond James Cameron. C'était une condamnation du populisme dans un contexte de science-fiction. George Lucas embraye: c'est un thème qui est présent dans tous les Star Wars. Ce à quoi James Cameron répond: Je pense que la science-fiction est très forte dans tous ces thèmes sociaux. Et George Lucas conclut: Le truc génial avec Star Wars, c'est que j'ai un vaisseau avec lequel je peux traiter tout ce que je veux. Fin de la traduction de l'interview de George Lucas par James Cameron. Si ce premier épisode vous a plu, vous pouvez le retrouver sous forme d'article sur starwarsuniverse.com avec l'ensemble des sources qui m'ont permis de l'écrire. C'était Lei Nangsu qui vous dit politiquement à bientôt.